Imaginons juste la scène 12 mondes. On prend la décision de perdre du poids, on va consulter un spécialiste, et là on repart avec un plan alimentaire sous le bras. Ouais, le fameux menu type qu'on redoute tous. C'est ça. Sauf que sur ce plan, on trouve au menu, tiens-toi bien, un hamburger, une soirée raclette et des aiguillettes de canard aux figues. Ah, c'est sûr que la première réaction logique, c'est de croire à une erreur d'impression. Ou pire, à une mauvaise blague. Parce que bon, pendant des décennies, on nous a quand même martelé qu'une perte de poids sérieuse, ça devait obligatoirement ressembler à une forme de pénitence. Mais totalement. C'est vraiment le dogme absolu de la diététique traditionnelle. La restriction par la tristesse. Voilà, on a fini par associer la santé à l'absence totale de plaisir en fait, comme si le corps humain ne pouvait s'améliorer que dans la souffrance et la privation. Et c'est précisément ce mythe, cette idée que le chemin vers la santé est pavé de légumes bouillis insipides, que notre exploration du jour va démanteler. Tout à fait. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un ouvrage vraiment fascinant. Ça s'appelle Savoir manger, recettes du régime, et c'est écrit par le docteur Jean-Michel Cohen et Patrick Sorog. Et honnêtement, c'est pas juste un livre de recettes de plus. Non, c'est une véritable tentative de réconciliation entre la physiologie humaine, la perte de poids et l'amour inconditionnel de la gastronomie. Exactement. Et la mission de cette discussion, c'est de comprendre comment ces deux auteurs ont réussi à transformer une ingénierie nutritionnelle ultra pointue en haute gastronomie. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que ce livre s'adresse vraiment à toute personne qui aime manger, aux esprits curieux de comprendre la chimie de leur assiette, et surtout, à quiconque a déjà abandonné un régime au bout de 3 semaines par pur épuisement psychologique. Et on sait que c'est hyper courant. Ah, c'est la norme même. Le postulat de départ des auteurs est radical. Ils disent qu'un changement d'alimentation basé sur la frustration gustative, c'est une bombe à retardement, c'est littéralement programmé pour échouer. C'est une affirmation super forte, mais en même temps, quand on ouvre l'ouvrage, on tombe sur des propositions qui laissent vraiment perplexe pour un programme d'amincissement. C'est vrai que ça surprend. Je mentionnais le canard tout à l'heure. On y trouve une recette d'aiguillettes de canard aux figues et à la cannelle, ou encore un tagine de poulet au citron confit. Enfin, comment justifier la présence de plats aussi riches sur le papier alors qu'on cherche à réduire l'apport calorique? Alors, la justification repose sur un concept biologique fondamental qu'on appelle la satiété hédonique. Ok, la satiété hédonique. Voilà. Pour faire simple, notre corps possède 2 compteurs distincts pour évaluer la faim. Le premier, il est purement mécanique. C'est simplement le volume d'aliments dans l'estomac. L'étirement de l'estomac, en gros. C'est ça. Mais le second compteur, il est hédonique. Il est directement lié au plaisir, à la complexité des saveurs, aux odeurs, à la stimulation des papilles. Donc, si l'estomac est plein à craquer, mais que le palais s'est ennuyé, le cerveau va continuer à réclamer à manger. Exactement. Et c'est le cœur du problème des régimes classiques, en fait. On peut très bien manger 1 kilo de courgettes cuites à l'eau. Oh mon Dieu, l'angoisse. On est d'accord. L'estomac sera distendu, on se sentira lourd, physiquement plein, mais le cerveau, lui, il sera hyper frustré. Il n'aura pas eu son quota de stimulation sensorielle. J'aime bien imaginer ça comme un agent de sécurité à l'entrée du cerveau. Ah oui, bonne image. Tu vois, le volume dans l'estomac, ça prouve la présence physique, le gabarit. Mais la complexité des saveurs, c'est le badge d'identification. C'est tout à fait ça. Sans ce badge, l'agent ne laisse pas passer le signal qui dit « c'est bon, je n'ai plus faim ». Le cerveau va donc exiger une compensation. Et c'est là qu'arrive le fameux craquage nocturne devant le placard à gâteaux. Invariablement. Et cette image de l'agent de sécurité, elle explique parfaitement pourquoi l'utilisation des épices est si centrale dans leur recette. Ouais, parce qu'on ne cherche pas juste à masquer le goût fade des légumes de régime. Non, on cherche vraiment à saturer les capteurs du cerveau. Les épices, les herbes aromatiques, des choses comme l'ail ou l'oignon. Ça agit comme des exhausteurs de goût naturel, mais à un coût calorique qui est quasi nul. C'est génial ça. Prenons l'exemple du canard aux abricots dont on parlait. La tradition voudrait qu'on confise les fruits dans une tonne de beurre et de sucre pour obtenir cette caramélisation bien fondante. Ce qui fait exploser les calories. Forcément. Mais la méthode proposée ici, elle contourne le problème par la technique de cuisson. On va réaliser une compotée d'abricots à sec, dans une poêle anti-adhésive très chaude. Sans ajouter de matière grasse du coup. Rien du tout. La chaleur vive va libérer et concentrer le fructose naturel qui est déjà dans le fruit. Et en associant ça à de la cannelle et à une viande maigre comme l'aiguillette, on provoque une vraie explosion de saveurs en bouche. Et donc on obtient ce fameux badge d'identification hédonique sans ruiner ses efforts. Exactement. Le plaisir n'est pas l'ennemi de la perte de poids, c'est carrément l'outil qui permet au cerveau de valider la fin du repas.
C'est fascinant de voir ça sous cet angle. Mais si je peux faire mon esprit critique une minute. Vas-y. Tromper le cerveau avec des épices, c'est une chose, mais 2 heures plus tard, quand l'estomac s'est vidé de ces fameux abricots et de cette viande maigre, la faim physique, la faim mécanique de l'estomac, elle revient, non? Oui, c'est une question légitime. Comment l'ouvrage gère-t-il le fait qu'une petite portion, même hyper savoureuse, glisse très vite dans le tube digestif? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un élément qui est souvent totalement ignoré de la nutrition moderne. C'est la texture des aliments et la mécanique de la mâchoire. Ah oui, le croquant. Oui, si on observe un peu notre environnement alimentaire actuel, on vit vraiment sous le règne du mou. C'est tellement vrai. Tout est ultra transformé, haché, mixé, réduit en purée ou en smoothie. En fait, on ne mange presque plus, on avale. On boit littéralement nos repas. Et c'est vrai que dans le livre, on prend le contre-pied total de cette tendance. Tout à fait. J'ai adoré ce passage très intéressant sur la soupe chinoise. Habituellement, un potage d'hiver, c'est juste un velouté passé au mixeur. Qui glisse tout seul, oui. Mais là, les auteurs insistent lourdement pour garder un bouillon clair dans lequel nagent des champignons noirs croquants et des carottes taillées en tout petits bâtonnets bien fermes. Ouais. Il y a aussi cette poêlée de légumes croquants façon pickles. Le chou-fleur et le céleri sont tapés blanchis. Ils disent bien qu'ils doivent absolument résister sous la dent. Quel est le but biologique derrière cette obsession du croquant? L'objectif, c'est de forcer l'action mécanique de la mastication. Parce que c'est le tout premier interrupteur chimique de la satiété. D'accord. Quand on mâche un aliment ferme, on sollicite hyper fortement les muscles de la mâchoire. Et on stimule des récepteurs très spécifiques. Et cette action répétée envoie un signal direct au système nerveux central. Et il se passe quoi dans le cerveau à ce moment-là? Il réagit en libérant de l'histamine. Attends, de l'histamine? Mais c'est pas le truc lié aux allergies, ça? Quel est le rapport avec la faim? C'est vrai qu'on la connaît surtout pour les allergies. Mais dans le cerveau, l'histamine agit comme un puissant neuromédiateur coupe-faim naturel. Oh, waouh! En gros, plus on mâche, plus on libère d'histamine, et plus le cerveau comprend que de la nourriture est en train d'arriver en grande quantité. Ce qui n'arrive pas avec une purée. Non. Une soupe mixée ou un repas ultra transformé, ça glisse dans l'estomac en moins de 5 minutes. Le cerveau n'a physiquement pas le temps de déclencher cette fameuse libération d'histamine, donc la faim reste intacte. C'est fou. En revanche, obliger quelqu'un à broyer du céleri bien croquant ou des champignons noirs, ça rallonge considérablement la durée du repas. On donne enfin au corps le temps de comptabiliser ce qui entre. Mais c'est une stratégie brillante, en fait, hein. On réduit pas forcément la taille de l'assiette, on modifie la résistance physique de la nourriture pour déclencher une réaction chimique. C'est de l'ingénierie pure. Réapprendre à mâcher devient une arme minceur redoutable. Mais là encore, je vais me faire l'avocat du diable. Je t'écoute. La mastication et les épices, ok, ça gère la faim physique et le cerveau. Mais qu'en est-il de nos envies psychologiques profondes? C'est-à-dire, Face à un stress intense, une envie irrépressible de malbouffe bien réconfortante, ça se calme pas avec un bout de chou-fleur croquant, aussi bien épicé soit-il. ah ça c'est sûr. Et c'est là que j'attendais l'ouvrage au tournant. J'ai lu leur proposition de hamburger de tomates et de raclette diététique. Alors ça, ce sont d'excellents exemples de ce qu'on pourrait appeler de l'illusionnisme culinaire, ou disons des substitutions intelligentes. Sauf que là, je dois vraiment mettre un coup de frein. Une raclette de régime? Mais ça sonne comme une infraction pénale. C'est vrai que le terme fait un peu peur. Enlever le gras d'un fromage fondu, c'est le transformer en plastique. Comment c'est physiquement et gustativement possible de garder l'esprit d'une raclette sans ruiner tous ses efforts? Toute l'ingénierie se trouve dans le choix très très précis des matières premières, mais tout en conservant le rituel intact. Analysons le problème de la raclette classique. Le souci, c'est pas la pomme de terre en soi. Non, c'est un sucre lent qui rassasie bien. Et exactement. Le vrai problème, c'est le fromage à raclette qui tourne facilement autour de 45% de matière grasse. Et bien sûr, la charcuterie industrielle saturée de mauvais lipides. C'est sûr que la rosette, ça pardonne pas. Voilà. Du coup, la substitution proposée par l'ouvrage, elle est quasi chirurgicale. On remplace le fromage traditionnel par de la cancoyote. La cancoyote, c'est ce fromage franc-comtois un peu coulant, non? Tout juste. La cancoyote a une particularité fascinante pour nous. Elle est naturellement fluide lorsqu'elle est chauffée. Elle offre cette onctuosité super réconfortante du fromage fondu. L'effet nappe sur la pomme de terre, quoi. C'est ça. Mais le secret, c'est qu'elle contient généralement moins de 10% de matière grasse. Donc on la fait chauffer doucement avec un peu de moutarde, de l'ail ou du poivre noir, et on la coule sur les pommes de terre. D'accord, l'illusion est parfaite. Et pour la charcuterie?
Côté charcuterie, on élimine totalement le saucisson classique et on le remplace par de la viande des grisons ou de la bresaola. Ce sont des viandes de bœuf séchées, extrêmement denses en protéines, qui offrent la mâche et le sel caractéristiques de la charcuterie. Mais avec un taux de gras ridicule. Autour de 5%, oui. C'est bluffant. Et pour le hamburger, alors? Parce que remplacer le pain par une tomate, franchement, ça me paraissait hyper risqué. Une tomate chaude, ça s'effondre, ça détrempe la viande, on perd l'effet sandwich où l'on doit mordre à pleines dents. C'est là que la méthode de préparation intervient. On est d'accord que le pain à burger industriel est une catastrophe métabolique. Des sucres rapides, des acides gras trans, aucune fibre. C'est de l'air sucré, basiquement. Voilà. Pour le remplacer, on prend surtout pas une tomate crue hyper juteuse. L'astuce, c'est de prendre une grosse tomate bien charnue, de la couper en deux et de la faire griller. Presque la rôtir au barbecue ou au four. Ah, pour la dessécher un peu. Exactement. La chaleur vive va évaporer une partie de l'eau, concentrer les sucs et surtout raffermir la chair. Elle devient une vraie coque solide. Et on met quoi à l'intérieur? On y glisse un steak haché à 5% de matière grasse, quelques feuilles de basilic frais, une belle pointe de moutarde. Oh, ça donne faim. Et le plus important, on garde la superposition. On garde le fait de manger avec les mains. On garde les jus de la viande qui viennent se mélanger à l'acidité de la tomate rôtie. Ce que je trouve extrêmement puissant dans ces deux exemples, que ce soit la raclette ou le burger, c'est la préservation du lien social. C'est fondamental. Parce que manger, c'est pas juste ingérer des nutriments froids dans son coin, c'est partager un moment. La pire douleur d'un régime, au-delà de la faim, c'est l'isolement. La fameuse salade triste de côté. Exactement. C'est devoir manger son bout de salade pendant que tous les amis partagent une raclette ou commandent des gros burgers. Ici, avec ces astuces, on participe à la fête, le rituel social est sauvé, il y a juste le coût calorique qui a été secrètement modifié en coulisses. C'est exactement l'objectif. La désocialisation, c'est de loin la première cause de rechute. En permettant ces repas de fête intelligemment trafiqués, on protège la santé mentale de l'individu. Et ça, c'est ce qui garantit la viabilité de la perte de poids sur le long terme. Et sauver la vie sociale avec l'illusionnisme. Mais abordons un aspect un peu plus physiologique. Allons-y. Si on allège constamment la facture en enlevant les sucres rapides et les graisses denses, on risque pas l'épuisement à un moment? Un déficit calorique, c'est souvent synonyme de fatigue chronique, de perte de cheveux, d'ongles cassants. Le corps reste une machine qui a besoin de vrai carburant. C'est une distinction cruciale à faire. Il ne faut jamais confondre la réduction calorique avec la dénutrition. C'est-à-dire? L'approche de l'ouvrage repose sur un concept qu'on appelle la densité nutritionnelle. L'idée, ce n'est pas de manger vide, mais de manger utile. Notre corps n'est pas juste un petit fourneau qui brûle du bois de manière aléatoire. C'est une mécanique précise. C'est une usine chimique très complexe. Elle a besoin de catalyseurs précis pour fonctionner. Surtout quand on lui demande un effort supplémentaire, comme puiser dans ses propres réserves de graisse. Et ça, c'est très visible dans des recettes du livre, comme les blinis de légumes aux coulisses tomates ou encore leur fameuse version du houmous diététique. Quand on les analyse de près, on se rend compte que chaque ingrédient a une fonction. Rien n'est là par hasard. Prenons ce coulis de tomates froid qui accompagne les blinis. C'est pas juste pour faire joli dans l'assiette. La tomate, surtout cuite ou en coulis, libère massivement du lycopène. Et ça sert à quoi concrètement le lycopène? C'est l'un des antioxydants les plus redoutables dont on dispose pour lutter contre le stress oxydatif des cellules. Un stress qui, d'ailleurs, est fortement accentué pendant la période de perte de poids. Ah, d'accord, c'est une sorte de bouclier cellulaire. C'est ça. Et dans ces mêmes blinis, les œufs utilisés dans la pâte vont fournir des protéines de très haute valeur biologique. Mais ils apportent aussi des vitamines liposolubles, comme la vitamine D, qui est essentielle pour la solidité osseuse, et des vitamines du groupe B, nécessaires au métabolisme de l'énergie. C'est hyper complet. Et le houmous alors? Parce que traditionnellement, le houmous, c'est un régal, mais c'est littéralement un bain d'huile d'olive et purée de sésame. Très riche en lipides, oui. Si on enlève l'huile, qu'on garde juste des pois chiches secs passés au mixeur, ça fait du plâtre en fait. Comment on peut reproduire l'onctuosité si on supprime les lipides? Par une substitution très maligne de texture et de liant. On conserve évidemment les pois chiches car ils sont indispensables. Ils apportent des fibres denses, du fer et des protéines végétales qui vont lisser et stabiliser la glycémie. Ok, la base reste la même. Mais pour remplacer l'effet lubrifiant et onctueux de l'huile d'olive et de la pâte de sésame, l'astuce de l'ouvrage, c'est de lisser la préparation avec un petit Suisse nature à 0%. Un petit Suisse dans du houmous. Ça a l'air étrange dit comme ça. Ça surprend toujours, mais ça marche. On y ajoute un trait de jus de citron, de l'ail frais bien écrasé et du cumin généreusement torréfié.
Le laitage apporte l'onctuosité parfaite en bouche, pendant que l'acidité du citron et la chaleur du cumin imitent à merveille la complexité aromatique de la recette orientale classique. Donc on passe d'une vraie bombe calorique lipidique à une tartinade protectrice, ultra nourrissante pour les muscles et super douce pour le système digestif. Exactement. On n'affame surtout pas les cellules, on les sature littéralement de nutriments essentiels. En gros, on ne vide pas l'assiette, on remplace juste des matériaux lourds par des matériaux nobles. La nuance est énorme. Elle fait toute la différence. Mais du coup, ça soulève immédiatement une autre difficulté. Cette usine chimique qu'est notre corps, elle ne fonctionne pas à la même vitesse pour tout le monde. Non, bien sûr. Une personne très sédentaire d'1,60 m, elle n'a absolument pas les mêmes besoins énergétiques qu'un travailleur manuel de grande taille. Comment un seul livre, avec des recettes fixes, peut-il s'adapter à la réalité métabolique de chacun? C'est une excellente question. Parce qu'imposer exactement les mêmes portions à tout le monde, c'est courir au désastre, non? Et c'est justement là que réside l'architecture profonde de cet ouvrage. Ce n'est absolument pas un régime dogmatique et rigide. C'est un système modulaire. Modulaire? Oui, les auteurs ont conçu ces repas comme un tableau de bord, avec des curseurs qu'on peut ajuster selon ses besoins. Ah oui, le meilleur exemple de ça, c'est leur page sur le petit déjeuner, avec la tartine banane cappuccino. Le livre ne donne pas du tout une injonction stricte. Il propose 4 formules déclinées à partir de la même base. C'est ça. Elles sont conçues pour des profils à 900, 1200, 1400 ou même 1600 kilocalories journalières. Cette approche par palier, elle est fondamentale pour la réussite. La fondation de la recette reste la même pour tout le monde. On a du pain complet pour l'apport en sucre lent, un laitage mélangé à du café soluble et une touche de cacao amer pour créer cette fameuse illusion du cappuccino. Et des rondelles de banane sur le dessus pour le potassium et l'énergie immédiate. Exactement. Ce qui va changer selon les profils sont uniquement les variables d'ajustement. Donc on joue sur les quantités, mais sans jamais toucher à l'expérience du plaisir. Voilà. Pour un métabolisme qui nécessite une restriction calorique assez forte, on va limiter le pain à 40 grammes et on utilisera un laitage à 0%. D'accord. Mais pour une personne avec une dépense énergétique beaucoup plus élevée, ou quelqu'un qui est simplement dans une phase de stabilisation, le curseur du pain va monter à 60 ou 80 grammes, et là on pourra intégrer un laitage classique ou même ajouter une petite source de lipides bénéfiques. Et au final, le cadre gustatif, ce vrai plaisir de croquer le matin dans cette tartine parfumée au café, à la banane, il reste parfaitement identique. C'est la beauté du système, c'est l'ingénierie des portions qui s'adapte à l'humain, et non l'humain qui doit se contorsionner pour rentrer de force dans une méthode rigide. C'est véritablement la fin du prêt-à-porter de la diététique. On passe au sur-mesure. Alors pour quiconque nous écoute en ce moment, comment transformer toute cette ingénierie culinaire, ces notions d'histamine, de satiété hédonique et de substitution, en actions concrètes? C'est la vraie question pratique. Ce soir, en ouvrant son réfrigérateur, comment on applique cette philosophie sans avoir à réapprendre à cuisiner de A à Z? L'application la plus directe qu'on peut faire, c'est d'opérer un renversement total de notre posture mentale face à la nourriture. L'erreur classique, celle qu'on fait tous, c'est d'ouvrir le frigo avec une boule au ventre et de se demander « Mon Dieu, qu'est-ce que je dois enlever, supprimer ou éviter de manger ce soir pour ne pas grossir ?» La question la plus paralysante et déprimante possible, surtout quand on rentre fatigué de sa journée de boulot. C'est une approche purement punitive. La nouvelle question, directement inspirée de l'esprit de cet ouvrage, ça devrait plutôt être « Par quoi je peux remplacer cet élément lourd pour conserver la gourmandise de mon plat ?» Ou encore « Comment je peux ajouter de la texture, du croquant ou de la complexité aromatique à ça ?» C'est une vraie gymnastique de l'ajout qualitatif en fait, pas de la soustraction. Exactement. Et le livre illustre parfaitement cette gymnastique, notamment avec la recette du sandwich indien. Ah oui, prenons ce grand classique du déjeuner sur le pouce, le sandwich à la volaille. La version désastreuse, c'est souvent de noyer la viande sous une tonne de mayonnaise en pot, juste pour éviter que le pain soit trop sec. Le fameux réflexe mayonnaise. Mais la méthode proposée ici remplace ça par une petite préparation qui prend à peine 30 secondes. On prend, encore une fois, un petit suisse allégé, on le fouette vigoureusement avec de la bonne poudre de curry, une pincée de sel, un petit tour de moulin à poivre et du persil fraîchement ciselé. Et le résultat est juste sans appel. Nutritionnellement parlant, on vient de remplacer une épaisse couche de graisse saturée, très inflammatoire, par une crème légère et riche en protéines laitières. Et gustativement, on gagne sur tous les tableaux. Totalement. La sauce au curry vient hydrater le pain, tout en faisant voyager les papilles, ce qui apporte cette fameuse satiété hédonique dont on parlait au début. C'est le grand principe de cet artisanat du quotidien. Troquer le pain brioché industriel d'un burger contre la fermeté d'une bonne tomate grillée.
Ou bien glisser des lamelles de champignons crus ou des radis dans une assiette de pâtes juste pour obliger la mâchoire à travailler. Oser mettre de la cannelle sur des fruits poêlés au lieu du sucre. Voilà, ce sont ces petits changements d'aiguillage qui paraissent presque invisibles sur un seul repas, mais qui créent des résultats absolument massifs à l'échelle de toute une année. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on voyage vraiment à travers les pages du livre. On passe d'un bobon vietnamien hyper frais à des fajitas mexicaines, puis on revient sur un grand classique avec le tagine oriental. On ne s'ennuie jamais. On ne subit plus du tout la contrainte de la perte de poids. On redevient en quelque sorte l'architecte, le vrai metteur en scène de sa propre cuisine. L'objectif final de cette démarche, bien au-delà de la simple perte du kilo, c'est la pacification. Cet ouvrage, il offre vraiment les outils pour signer un traité de paix définitif avec la nourriture, en comprenant enfin que la biologie de notre corps réclame autant de nutriments vitaux que de joie de vivre. C'est superbement dit. Et ça nous amène d'ailleurs à une réflexion finale, une idée très puissante qui se dégage de cette exploration. Pendant très longtemps, on a cru que la science de la nutrition, c'était une équation mathématique hyper froide, un genre de tribunal où la balance jugeait nos fautes au quotidien. Une punition perpétuelle. Exactement. Mais si une méthode d'amincissement aussi sérieuse, encadrée par des médecins compétents, peut allègrement inclure des soirées raclette, des hamburgers, de la mousse au chocolat et du canard aux épices, il faut vraiment se poser une question troublante. Laquelle? Peut-être que notre définition moderne du fameux manger sain a été complètement corrompue. Corrompue par une culture toxique de l'extrême qui valorise une pureté absolue et qui érige la culpabilité en vertu. Et si le véritable secret, l'ultime clé pour obtenir et surtout maintenir un corps sain sur la durée, c'était paradoxalement d'apprendre à célébrer la nourriture au lieu d'en avoir peur. C'est une excellente réflexion. C'est une perspective qui donne furieusement envie de remettre son tablier, de sortir les épices du placard et de repenser totalement son rapport à l'assiette. Merci pour cette discussion passionnante. Bonne cuisine à quiconque nous écoute et surtout, très bonne dégustation.